Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette vision de l'ONI avec toutes ses ambitions. Et puis j'ai entendu des mots importants qu'il va falloir attractivité, fidélisation, mettre en œuvre. Je passe dorénavant la parole à Nicole d'Auvergne pour la FDS. Et j'ai 3 questions. Comment les directions de soins aujourd'hui se préparent à mettre en œuvre les nouvelles missions des infirmiers? Quelles sont les évolutions majeures de l'exercice professionnel infirmier selon vous? Et puis comment vous voyez cette mise en œuvre finalement? Merci pour ces 3 questions. Alors 3 questions, 8 minutes. Alors je vais essayer de tenir le challenge. Oui, effectivement, je suis là pour porter la parole de la FDS et de tous les directeurs de soins, coordonnateurs de soins qui aujourd'hui pilotent les établissements de santé. Et c'est vrai que j'ai envie de rebondir sur tous les propos de toutes les personnes qui ont parlé avant moi. Parce que quand j'entends le droit des étudiants, quand j'entends professionnalisation, il me semble aussi important de penser bien-être et justement santé de nos professionnels de santé qui vont être la pierre anguleuse importante dans ce changement avec les référentiels de formation. Ils vont être au premier rang pour être tuteurs et finalement exercer leur mentorat. Et il me semble important aussi de prendre soin et de penser à prendre soin de nos professionnels de santé sur le terrain, dans le contexte actuel, aujourd'hui, si l'on veut qu'ils donnent envie à nos futurs professionnels et à nos étudiants de rester demain dans nos hôpitaux. Alors, excusez-moi, j'ai mon... J'avais préparé et puis j'ai mon portable qui s'éteint. En tout cas, à ce jour, à la FDS, il existe un travail important pour préparer la mise en œuvre de la réingénierie avec un fort investissement dans les différents groupes de travail menés par la DGOS sur la réingénierie de la formation, à la fois sur le plan de l'enseignement, de la formation à l'université, sur l'accessibilité à la formation, effectivement, et puis, comme vous le disiez également, sur la gouvernance. Cette simplification de gouvernance est importante pour nous et nous serons effectivement très attentistes aux propositions qui seront faites dans les différents groupes de travail. Et puis, surtout, nous avons un champ, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, qui est à aborder et qui est très important, qui va être pour nous l'accompagnement en stage de ces étudiants. Aujourd'hui, je pense que vous le savez tous dans cette salle, la problématique de trouver des lieux de stage est extrêmement importante. Et c'est non seulement trouver des lieux de stage, mais c'est aussi procurer effectivement un apprentissage performant à nos futurs étudiants, en respectant le droit des étudiants. Et effectivement, les étudiants ne sont pas là pour souffrir en stage, mais en même temps, il faut aussi travailler cet accompagnement dans toutes ses dimensions. Donc c'est vrai que la FDS souhaite vraiment que ce travail se mette en place de manière plus ouverte avec la conférence des DG du CHU et la conférence des DG de CH, car vraiment, l'accompagnement en stage les implique à 2 niveaux, à la fois sur, d'une part, sur l'objectif qui est de construire l'accompagnement et l'apprentissage pour permettre l'employabilité des futurs diplômés, vous en avez parlé, et puis permettre aussi des actions de simulation ou autres, et donc avec la possibilité que les stages permettent l'intégration des savoirs académiques. D'autre part, le système organisationnel et budgétaire des établissements, je suis obligée de parler un petit peu d'argent quand même, ne permettent pas à ce jour de mettre en place l'ensemble des principes fondateurs de l'accompagnement en stage des étudiants en soins infirmiers. C'est une réalité et c'est sur cette réalité, ce contexte qu'il faut qu'on travaille. Vous l'avez dit vous-même, nous avons entendu aussi le rapport de l'OMS. Nous faisons face à un absentéisme des professionnels de santé, avec une difficulté de recrutement, avec des diminutions des lits d'hospitalisation conventionnels au profit de l'ambulatoire, qui diminuent de fait les places de stage et qui limitent aussi, par exemple, la connaissance du travail de nuit et la connaissance des week-ends. Autant de sujets qui entraînent une impossibilité temporelle des professionnels, au travers des maquettes de planning, à trouver du temps de tutorat. Parce que le tutorat, c'est du temps.
Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à trouver tous ensemble, parce que quand j'entends, et je partage complètement cette idée de donner du temps pour l'enseignement clinique et le raisonnement clinique sur les lieux de stage ou pendant le temps de stage, mais effectivement, nous avons tout intérêt à travailler ensemble sur le comment, finalement. Comment faire cela? Comment est-ce qu'on peut procurer cet espace d'échange, cet espace d'analyse des pratiques qui me semble effectivement évident à travailler tous ensemble? Pour former aux nouvelles conceptions de soins, il faut être en capacité de faire des liens avec les étudiants et d'avoir un espace d'échange important pour le raisonnement clinique et travailler le quotidien, la prise en charge des patients. Il nous paraît du coup complètement indispensable aujourd'hui de consulter les gouvernances d'établissement et de formaliser les différentes difficultés afin de pouvoir vraiment s'ajuster au nouveau référentiel de formation. Cela passera certainement par la possibilité pour les établissements de structurer autrement qu'à ce jour l'accompagnement en stage, surtout si celui-ci est soutenu par des enveloppes budgétaires dédiées. Tous les établissements ne seront pas obligés de faire la même chose, hein. C'est tout l'intérêt aussi de ce nouveau référentiel avec la souplesse qui est annoncée et qui va nous être donnée pour travailler. Et je vous félicite aussi d'avoir pu envisager effectivement la typologie de stage et finalement se tourner vers toutes les structures médico-sociales, parce qu'il me semble qu'effectivement, là, nous avons une vraie ouverture sur les différentes compétences attendues des infirmiers. Ces évolutions, elles ne se feront que si elles sont accompagnées, car il y a notamment pour l'évolution du référentiel métier infirmier, il va falloir effectivement accompagner ces futurs professionnels et ces professionnels qui sont aujourd'hui sur le terrain pour développer la culture de la responsabilité qui doit être évoluée, se faire évoluer par la communauté médicale, avec la communauté paramédicale, parce que ça aussi, finalement, pendant de longues années, l'infirmier, il a exercé sous prescription médicale, et bien que l'attendu de sa posture réflexive est elle aussi attendu, désormais, il va y avoir un certain nombre d'actes qui vont devoir être pris en charge. Et l'infirmier, il va pouvoir avoir cette possibilité de poser des actes de son libre arbitre. Mais ce changement, qui est une nouvelle posture que nous saluons, hein, va forcément être obligé de s'accompagner par la formation, par l'analyse de la pratique professionnelle, par des débriefings, par de la simulation, puisqu'effectivement, ce changement de posture est radical, si l'on reprend l'historique des infirmières. Alors, comment la FDS voit cette mise en œuvre? Eh bien, elle se positionne vraiment en constructeur du changement à accompagner. Tous les DS d'établissement connaissent les principes à mettre en œuvre pour accompagner un apprentissage en stage qui sera performant. Depuis 2009, quand même, les choses ont bougé avec de nombreux travaux qui ont été réalisés pour mettre en place les chartes d'accompagnement, le tutorat, etc. Il y a des expériences qui sont extrêmement réussies et il faut s'en inspirer et les partager. Et il y a évidemment, probablement, des améliorations possibles dans divers domaines. On a l'habitude de dire en pédagogie qu'à partir du moment où on a une marge de manœuvre, on peut toujours évoluer et progresser. Je pense que là, il y a sûrement moyen de le faire. Et effectivement, sortir aussi de ce nouveau référentiel 2029. Peut-être qu'on dira néo-référentiel 2026. Je ne sais pas, il faut qu'on trouve un nom quand même, ça c'est sûr. Et puis effectivement tenir compte de manière importante au retour des étudiants sur leur propre satisfaction, sur les apprentissages, etc. Avec effectivement la possibilité de créer des espaces d'échange et de dialogue avec tous nos futurs professionnels infirmiers. Voilà. Et je tiens à le redire que l'enveloppe budgétaire, alors on va me dire vraiment, elle est toujours après à réclamer de l'argent, mais c'est quand même effectivement
À un moment donné, ce sera sûrement le nerf de la guerre, parce que accompagner, former, partager et donner envie, ça veut dire à un moment donné, trouver du temps pour faire tout cela, trouver du temps pour que nos cadres formateurs aillent échanger avec les professionnels de santé, trouver un espace commun. Et cela, malheureusement, à un moment donné, on le sait très bien, ça ne peut passer que par une enveloppe budgétaire. Merci. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Alors, je vais donner la parole maintenant à Damien Sarméo, donc avec 3 questions, toujours pareil, on est toujours dans le même contexte de la question. Alors, en tant que représentant des étudiants, quel est votre regard sur la refonte de la formation? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est en tant que futur professionnel, donc là, on se projette, quelle est votre perception sur le métier que vous exercerez donc demain? Voilà, on vous écoute. Je vous remercie et je remercie aussi Michel pour son invitation. Donc, très bonne question sur notre regard, en tout cas, sur la réforme de la formation, qui, donc, pour pas non plus trop revenir, qui est du coup l'intégration universitaire, l'intégration pédagogique et la délivrance du diplôme par le président de l'université. Pour nous, c'est donc une opportunité à respecter des grands principes de l'enseignement supérieur et de l'université. On a parlé des maquettes pédagogiques, des modalités de contrôle des compétences et des connaissances, qui celles-ci, depuis de nombreuses années, elles sont faites au plus près dans les universités et adoptées dans les conseils par l'ensemble des acteurs. C'est l'opportunité que pour nous, enfin, nous ne répondions pas juste à des contraintes d'un référentiel prescriptif national, mais justement à la possibilité de trouver entre les formateurs, les directeurs de soins, mais également les étudiants, ces maquettes, les construire ensemble et les adopter ensemble, parce que c'est en les adoptant ensemble que nous allons toutes et tous adopter le projet pédagogique, et c'est répondre à cette liberté pédagogique que nous voyons en tout cas d'un bon œil auprès de l'université, et c'est aussi se dire, il n'y a pas une bonne manière d'apprendre. Quand des formateurs ont envie de mettre en place une classe inversée, c'est pas du tout la même ingénierie que sur un cursus normal. Et il faut pouvoir le mettre en place. Et dans les principes à l'université, il y a aussi la reconnaissance du temps de travail personnel. On en parle, le temps pour encadrer, mais aussi le temps pour apprendre. Quand, en tant qu'étudiant, on a toute la journée des cours magistraux, à la fin de la journée, on n'a pas le temps de les reprendre. Et on a ce rythme. Aujourd'hui, on est basé sur le 35 heures par semaine. On n'a pas le temps d'apprendre. On attend beaucoup de ces recommandations pédagogiques de la mission universitarisation, mais aussi du HERS, donc du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui dit qu'une heure d'enseignement, donc peu importe si c'est un cours magistral, de la simulation, un TP, etc., elle nécessite 2 ans de temps de travail personnel. Il faut 1 heure de cours et 2 heures pour pouvoir l'apprendre, le connaître et maîtriser entièrement. Parce que voir énormément de notions, se surcharger de notions qu'on ne maîtrisera pas dans le futur, est-ce que c'est vraiment utile pour notre profession? Et pour revenir du coup sur ces grands principes de l'université, il y a aussi la démocratie étudiante qui est déjà ancrée, où les étudiants ont leur place dans la gouvernance pédagogique aussi notamment. Justement, c'est pour se donner d'accord sur ces maquettes, sur l'avis, sur les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, pour pas arriver à aujourd'hui donc le découpage qu'on a de 56 unités d'enseignement, et finalement des contrôles terminaux, mais en continu, donc un stress permanent d'évaluation, des heures perdues à évaluer, où il faut recentrer tout ça vers une cohérence, en tout cas, et être entendu pour les étudiants. Cette démocratie étudiante, elle se retrouve aussi dans la modification de la gouvernance qu'on a évoquée. Cette gouvernance, au sein des départements universitaires, il faut que tout le monde prenne sa place, donc pour la création de tous les contenus pédagogiques. Prendre sa place, c'est aussi l'évolution des statuts, mais il y a le livre blanc du CEFIEC qui en parle très bien sur les évolutions, notamment, parce que pour prendre sa place, c'est important d'être entendu entre les universités qui ont cette expertise disciplinaire sur des disciplines très médicales. Et nous, on a en tout cas, en tant que cadre formateur, vous avez justement cette expertise pédagogique de aussi quel est le besoin de la profession infirmière. Et il faut que tout cela, ça soit entendu pour ne pas se retrouver... Aujourd'hui, on a quoi? Des capsules vidéo qui sont destinées à apprendre des diagnostics, mais ça ne nous concerne pas. On a besoin de savoir faire de la prévention, de connaître, savoir nos actes. En tout cas, c'est ça qu'on attend.
Finalement, dans cette réforme, notre vision, c'est se sentir écouté. Je vais reprendre l'enquête bien-être, donc pas les chiffres non plus qui sont alarmants, mais que vous pourrez notamment consulter sur notre site. Mais en 2025, c'est 61,12% des étudiants qui ne se sentent pas écoutés quand il faut remonter des problématiques dans leur formation. Donc on pourrait dire, bon, bah, c'est pas grave. Mais ne pas se sentir écouté, c'est perdre sa motivation, mais c'est aussi perdre confiance. C'est perdre confiance en son équipe pédagogique. Et une fois que le lien il est rompu, je pense que vous le savez, c'est très difficile pour un étudiant de continuer sa formation. Donc il est nécessaire pour les étudiants d'avoir la voix et de pouvoir être écoutés dans la mise en place de la formation. Donc on a beaucoup parlé de la formation théorique, mais c'est également les stages. Il a été annoncé une plateforme nationale d'évaluation des lieux de stage. Nous l'attendons toujours. C'est pour faire remonter les difficultés, mais aussi également les bons côtés, parce qu'il y a plein d'initiatives d'encadrement qui sont mises sur les terrains, mais que personne n'ait la connaissance, et pour qu'elles soient partagées vers l'ensemble des acteurs et mises en place partout, il faut qu'elles soient remontées. Donc, pour conclure sur cette vision de la formation, c'est une collaboration entre les IFSI et l'université qu'on attend arrêter ce millefeuille administratif. C'est le respect de la démocratie étudiante dans la gouvernance, et pour que les étudiants puissent se sentir écoutés également par cette plateforme d'évaluation des lieux de stage. Ensuite, pour se projeter en tant que professionnel, je vais reprendre les quelques nouvelles compétences, enfin les quelques. Si on parle aujourd'hui de prescription, de consultation ou même de coordination des soins, en tant qu'étudiant, ou en tout cas notre vision, c'est que c'est déjà des choses qui sont mises en place. Les médecins mettent en si besoin de l'antalgique de palier 1, et puis c'est l'infirmière qui va le mettre en œuvre. En fait, c'est déjà une forme de prescription, c'est sous des protocoles, c'est déjà des choses qu'on met en place. Les consultations infirmières dans les cadres d'entretien d'éducation thérapeutique, ou la coordination des soins par les infirmiers coordinateurs. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est des enseignements que nous, on ne reçoit pas en stage, parce que c'est des compétences qui sont implicites. Et moi, en tant que futur professionnel, j'espère pouvoir l'intégrer auprès des futurs étudiants, pour réduire ces fameux écarts qu'on a entre ces jeunes diplômés qui arrivent sur le terrain et ces professionnels expérimentés qui connaissent très bien ces compétences parce qu'ils les mettent en œuvre. Aussi dans les nouvelles compétences, c'est donc la formation des pairs, des étudiants. Et on a parlé tout à l'heure de temps. Mais c'est ça, moi, en tant que futur professionnel, je veux que dans mon temps de travail, ça soit marqué que je vais former l'étudiant. C'est aussi une rémunération associée. On en parlait, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais aujourd'hui, on va reprendre l'enquête bien-être, c'est 39% des étudiants en stage qui sont encadrés, alors qu'ils sont déjà plusieurs étudiants sur le même terrain de stage. On le sait, on dénonce les conditions de stage, mais les tuteurs n'ont pas le temps de nous encadrer. Et donc on espère en tout cas qu'avec ces nouvelles compétences ancrées dans le Code de la santé publique pourront nous permettre d'avoir ce temps de travail reconnu. Puis le diagnostic infirmier, enfin une reconnaissance de quelque chose qu'on apprend depuis de nombreuses années, qui font l'objet de recherches internationales, qui pourront être reconnues pour l'émancipation de la profession. Et l'émancipation de la profession, ça va aussi par la recherche. Nous, en tout cas, là je vais reprendre ma posture d'étudiant, j'attends pas de savoir mener des entretiens complexes de recherche. J'ai besoin de comprendre les articles de recherche, ces données probantes, les extraire et les intégrer dans mes pratiques. C'est cette culture scientifique, culture professionnelle qu'il faut pouvoir développer avec cette reconnaissance de la recherche comme compétence des professionnels infirmiers. Et donc finalement, pour nous, en tout cas, en tant qu'étudiants, ces compétences qui sont ces nouvelles compétences, c'est vraiment la reconnaissance de choses qui sont déjà mises en place. Et on l'attend dans nos enseignements. Voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette parole des étudiants. Merci. Dernier intervenant, Michel, présidente du CEFIEC. Alors Michel, comment le CEFIEC envisage de préparer les équipes pédagogiques à ces nouvelles pratiques? Je voulais remercier les différents acteurs qui se sont exprimés. Vous avez dit énormément de choses, des choses très complémentaires, regards croisés, des regards qui ont expliqué la nouvelle formation, l'ancrage universitaire, le métier socle et ce qui était attendu par nos collègues infirmiers,
le point de vue des étudiants, que bien sûr nous pouvons que saluer et l'entendre, et le point de vue de nos collègues directeurs des soins, coordinateurs, qui doivent mettre en œuvre à la fois cette nouvelle formation, cette profession avec ce nouveau, pas nouveau métier, parce qu'on ne va pas le dire comme ça, mais un métier revisité, si je peux le dire comme ça, mais aussi, comme tu le disais Nicole, l'accueil en stage, qui est éminemment important pour nos étudiants. Alors, le ministre l'a dit ce matin, enfin les ministres l'ont dit ce matin, Catherine l'a rappelé tout à l'heure, le CEFIEC est un acteur engagé tout au long de la formation depuis le début de cette réingénierie, puisque nous avons participé à tous les groupes de travail. Nous avons porté plusieurs contributions qu'on a rédigées tout au long de l'avancée de ces différents travaux. Et comme je vous l'ai déjà dit ce matin, nous avons également, pour accompagner les équipes, mis en place le GT diffusé tous les mois pour que vous ayez suffisamment d'informations, ou du moins que vous puissiez vous acculturer doucement à cette nouvelle réingénierie. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que la refonte de la formation, en fait, il faudra qu'on mette ça en pratique pour la rentrée 2026, il ne faut pas qu'on se loupe dans les années. Et ensuite, il y aura bien sûr à mettre en place cette nouvelle réingénierie, mais il y aura peut-être aussi, et Damien l'a dit tout à l'heure, j'ai un doute, Damien l'a dit tout à l'heure, il y a des contenus à apporter, puisque lui-même, en tant que futur étudiant, souhaite les intégrer dans la formation. Alors ces nouveaux contenus, il faut que nous les approprions. Ouh là là, ça va être chaud. Hein. Approprions. Et donc, pour cela, ce que le CEFIAC va proposer dès le mois de juillet, c'est de construire des boîtes à outils qui vont partir des représentations des formateurs, des participants à ce groupe de travail, et pour donner une synthèse des données probantes en lien avec la consultation infirmière, la prescription et la coordination, pour que les équipes pédagogiques puissent se saisir de ces boîtes à outils afin justement de construire ces nouveaux contenus. Nous avons souhaité déjà, et vous l'avez peut-être vu dans notre programme, nous avons déjà souhaité introduire ces nouvelles données. Catherine a reprécisé l'importance du leadership, la consultation, etc. Donc vous aurez un éclairage de comment les choses se passent dans d'autres pays qui sont précurseurs par rapport à la France, pour justement faire émerger toutes ces pratiques. Et nous allons travailler, suite à la réingénierie, à un nouveau projet qui est celui justement de la création de ces boîtes à outils. Je voulais aussi, et là, pour compléter les propos de Nicole et revenir sur l'importance de l'ancrage clinique de notre formation, je vous invite à écouter avec beaucoup d'attention la recherche que le CEFIEC souhaite mener. Vous en aurez un éclairage cet après-midi. Voilà, je vous donne rendez-vous à cet après-midi. Merci. Merci Michel d'avoir essayé de rattraper un petit peu le temps. Juste une précision sur la petite vidéo qu'on voulait vous montrer tout à l'heure. On va essayer de gagner du temps. On va passer directement aux questions. Elle sera diffusée cet après-midi. Elle sera sur le site. Je vous invite quand même à la regarder parce que c'est intéressant. On y entend les craintes, le degré d'information, comme vous avez dit tout à l'heure, ou encore leurs attentes. Il y a la parole des étudiants de première année, deuxième année, troisième année. Très intéressant de voir la différence entre la première et la troisième. Et puis également la parole aux formateurs. Maintenant, c'est à vous. Je vous laisse la parole pour les questions. Ah, il y a 2 micros normalement qui... Voilà, j'ai une question de mon côté. Vous vous présentez, puis vous vous levez quand on vous voit. Merci infiniment. Bonjour, Franck Roja, formateur en IFSI, en région Occitanie, à Rodez. Il y a une problématique que vous n'avez pas ou assez peu évoquée, c'est le recrutement. Et notamment via Parcoursup, qui a considérablement reconfiguré nos promotions d'infirmiers. Et pour notre institut, mais je pense que c'est relativement répandu, en tout cas pour les IFSI un peu qu'on pourrait qualifier de périphériques, c'est une vraie catastrophe.
hein. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand je fais du recrutement sur Parcoursup, moi, ce que j'ai l'impression de faire, c'est de l'art divinatoire, hein. C'est-à-dire... De la quoi? C'est-à-dire que je ne me fonde que sur du déclaratif, plus ou moins matiné d'IA, et des fiches à venir qui remontent des établissements qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, ça c'est une réalité, c'est le réel, ça. Du recrutement qui est une des problématiques, j'aurais aimé revenir sur plein d'autres choses. Par ailleurs, sur la question du renoncement aux 4 ans d'études, que je trouve pour ma part dommage. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer? Oui. Ouais, tentez. Donc sur le recrutement. Sur le recrutement carte Parcoursup. Alors, moi, alors, on a, comment on va dire, disons que vous avez un outil qui s'appelle Parcoursup, et finalement, on l'accable de tous les mots, mais ce n'est qu'un outil. Donc, en face, vous avez les évolutions d'une génération, avec une certaine complexité au niveau, par exemple, du niveau des bacheliers qu'on peut retrouver. Vous avez dans la procédure Parcoursup, vous nous dites c'est un art divinatoire, mais enfin il y a un certain nombre d'éléments qui sont présents. Dans les recrutements précédents, avant Parcoursup, on avait aussi, on a beaucoup de modalités de sélection antérieures où on était sur du déclaratif. Donc, et même parmi vous, beaucoup nous... Ah si, si, bien sûr. Quand vous receviez un étudiant, d'entretien et que cet étudiant vous disait que bien sûr, il avait une personne âgée dans ses proches dont il s'occupait, que bien sûr, il avait fait du bénévolat, tout ça est du déclaratif. Voilà. Et cette notion de déclaratif, elle traverse tous les éléments aujourd'hui. L'intelligence artificielle, elle va impacter tous les éléments, au point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, un certain nombre d'acteurs, dont l'enseignement supérieur, se questionnent sur les modalités d'évaluation, parce qu'évidemment, l'IA, elle est partout. Et d'ailleurs, parmi nous, plusieurs, on utilise l'IA pour un certain nombre d'éléments. Bien évidemment, une fois qu'on sait faire un prompt, on utilise l'IA parce que ça va plus vite. Donc, il va bien falloir se questionner sur comment on évalue. Non, je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait à Parcoursup. Non, mais... En tout cas, je veux pas lancer la polémique sur Parcoursup, parce que voilà, c'est un choix qui a été fait. Moyennant ce choix, on a un certain nombre d'éléments quand même de résultats, de traçabilité. Je pense pas que vraiment ce soit Parcoursup, mais bon. Tant qu'on le croit, ça nous évite d'interroger d'autres éléments, mais. Voilà, je ne peux pas dire grand-chose de plus. Sur la 4e année, vraiment, le choix que fait la France actuellement, c'est de rester dans une organisation Bologne-LMD. La construction du parcours professionnel des infirmiers se construit avec des spécialités et notamment avec une réflexion sur la pratique avancée. Et c'est ça qui fait qu'on ne veut pas mettre une 4e année qui désorganiserait tout le schéma professionnel en France. Je pense qu'il faut comparer des choses qui peuvent se comparer. Voilà. Merci pour ces précisions. Juste, Monsieur Touzet, voulez apporter une précision. Je ne voudrais pas qu'on passe le débat sur Parcoursup alors qu'on parle de réingénierie d'une formation. Les sujets d'abandon d'études avaient commencé avant l'arrivée de Parcoursup. C'est pas Parcoursup qui a créé des problématiques d'abandon. Parcoursup, c'est un outil qui permet à tous les étudiants de France d'avoir une offre complète de toutes les formations qui existent sur le territoire national. Donc c'est un outil, en effet. Après, dans les choix des critères, vous en faites ce que vous voulez. C'est à vous de déterminer les critères finalement de l'algorithme qui vous permet de choisir les étudiants. Il y a d'autres formations qui recrutent sur des critères académiques uniquement, sans entretien. Et il n'y a pas ces problèmes d'abandon. Donc il ne faut pas
avoir des raisonnements trop simplistes sur le sujet de Parcoursup, même si j'entends bien que Parcoursup, c'est aussi le fait qu'on a raccourci. Enfin, avant, on avait des étudiants qui avaient souvent fait des préparations, donc ils avaient un peu plus de maturité. Donc c'est des étudiants un peu plus jeunes, donc ils ont un peu moins de maturité. Donc ça participe peut-être aussi au fait de ces abandons. Et puis c'est l'accompagnement qu'on fait derrière, je pense, qui est important. Et puis les effets de génération, hein, parce que quand les étudiants entrent dans l'enseignement supérieur, beaucoup se réorientent. Ce n'est pas propre aux formations en santé. Une autre question ? Je voulais juste rebondir sur Parcoursup également, non pas pour polémiquer aussi. Je partage complètement l'avis de Madame Navio-Bellec. C'est plus facile de se dire c'est Parcoursup, c'est un outil, puis au moins c'est un outil, comme ça on n'accuse personne. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que pour avoir fait des statistiques dans mon IFSI depuis pas mal d'années et d'avoir comparé les érosions de cohorte entre avant Parcoursup ou avec Parcoursup, on est sensiblement sur les mêmes pourcentages. Une petite élévation, certes, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit due à l'outil lui-même et à la manière de sélectionner. Pour ma part, mais ça n'engage que moi, je pense que Parcoursup a énormément rajeuni, effectivement, et avancé le choix de l'orientation. La différence qu'il y a entre, finalement, le concours d'avant et Parcoursup, c'est qu'au milieu, il y avait des préparations. Et je pense que c'est peut-être cette phase-là qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire, et dans ces cas-là, il faut travailler avec le ministère de l'enseignement, mais pas supérieur, l'enseignement en amont, pour travailler effectivement les orientations et les projets des candidats qui sont en terminale et qui demain ont envie d'être professionnels de santé. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Merci à vous. Alors, merci Monsieur Touzet, vous devez nous quitter. Merci infiniment. Bonjour à toutes, Mohamed Abdirahman, je suis directeur Croix-Rouge Compétences sur le site de Saint-Étienne, dans la belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci pour l'invitation de venir justement et de participer et vous écouter vos retours dans cette table ronde. J'ai une question. Il y a un mariage qui dure depuis 10 ans, qui ne veut pas se faire. Il y a un marié, il y a une mariée. Et j'ai l'impression, pour que cela se puisse réaliser, à mon avis, et on a oublié quelque chose, c'est de préparer la mariée. Si les IFSI étaient les mariés, on n'est pas bien préparé pour aller sur une universitarisation. Il faudra peut-être songer à s'occuper des acteurs qui font vivre les IFSI. Aujourd'hui, nos formateurs ont besoin de monter en compétences dans ce nouveau référentiel qui se prépare. Les directeurs également, par rapport à la nouvelle gouvernance qui se prépare. Et je n'ai pas l'impression qu'on a pris à tâche par rapport à cette problématique quand même qui doit être en tous les cas réalisée avant à nouveau de se marier. Parce qu'on va se retrouver à nouveau à traîner la patte pour que ce mariage puisse se réaliser dans des bonnes conditions. Voilà ce que j'avais à dire. Alors pour cela, une dernière petite question, c'est au niveau de l'Ordre national des infirmiers. C'est la première fois que je le vois autour de la table. Merci d'être venu. Vous êtes souvent pas là lorsqu'on travaille sur ce nouveau référentiel. Qu'est-ce que vous nous apportez finalement? Parfait. Merci à vous. Ça c'est fait. Alors, pour la première, je ne pourrais pas répondre. La mariée, je demanderais juste la dot, qu'elle est à combien, mais sinon, je ne peux pas te dire. Ça, c'est entre l'université et les IFSI. Par contre, l'ordre, parce que nous avons été invités, et puis surtout, tout ce qui est de la formation, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, on a quand même 111 élus cadres formateurs dans les 770 élus à l'Ordre national des infirmiers. Donc, moi, par exemple, département de la Loire, j'ai une directrice d'IFSI qui est élue au bureau du département de la Loire et 2 cadres formateurs d'IFSI. Et nous, ils nous apportent un éclairage assez intéressant, mais l'IFSI est après la formation, enfin, il y a la formation de l'IFSI et après le professionnel. L'Ordre national des infirmiers, c'est les professionnels. Les étudiants ne sont pas inscrits à l'Ordre national des infirmiers, c'est quand ils sortent et qu'ils sont diplômés. Donc, on a des avis sur la formation, mais ce n'est pas de notre compétence.
On peut avoir des avis par les collègues cadres formateurs élus, mais sinon, ce n'est pas notre compétence proprement dit à l'ordre. La préparation à la sortie vous appartient? On essaye d'accompagner et d'aider nos futurs professionnels. C'est pour ça que on intervient pas mal, les IFSI, dont dans le vôtre, entre autres, des élus de l'Ordre national des infirmiers interviennent dans les IFSI. On rappelle un peu l'intérêt de l'ordre, le code de déontologie, l'éthique, l'intérêt de connaître son code de déontologie, qui sont les règles professionnelles sur lesquelles, justement, comme je dis, il y a la loi, et ça vous protège. Et justement, quand on connaît bien sa loi, on est capable d'exercer son art infirmier. Donc oui, on peut accompagner. Après, on travaille bien avec la FNESI aussi, donc on échange sur des dossiers où nous, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, eux plus. Par exemple, sur la 3e ou 4e année, moi, j'ai aucun avis là-dessus. Enfin, si, j'ai un avis personnel, mais l'ordre ne se positionne pas. Bon, parce que ce n'est pas de nos compétences. La FNESI nous a donné leur avis, le CEFIAC donne leur avis. Moi, j'ai mon avis. Vous savez, lundi, j'étais avec le doyen de médecine qui m'expliquait qu'il était allé à Montréal et qu'en fait, le problème des professionnels de santé et l'avenir qui se joue, c'est l'interprofessionnalité. C'est le côté mieux se connaître pour travailler ensemble. Au Québec, la première année, ils y mettent les futurs médecins, les futurs infirmiers, kinés, sages-femmes, pharmaciens, et même les éducateurs sociaux, les assistantes sociales, etc. Sur une année commune pour mieux se connaître et travailler ensemble. Et après, ils partent dans leur filière pour se former. Donc c'est un exemple, comme il y en a plein d'autres en Europe, etc. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a la place pour une dernière question? Sébastien, je voudrais juste dire 2-3 petits mots. Alors, je voudrais replacer, je sais qu'elles sont dans la salle, je voudrais replacer le livre blanc du CEFIAC sur les profils des formateurs, qui peuvent être une évolution, enfin, c'est quelque chose qui a été rappelé tout à l'heure, qui redessine les différents profils qui peuvent se mettre en place pour accompagner cette universitarisation. Et ensuite, je voudrais témoigner que dans les groupes de travail à la fois du ministère sur la réingénierie de la formation et sur la mission universitarisation, ces questions sont très souvent débattues, notamment sur l'accompagnement des cadres formateurs, des professionnels de santé. Forcément, c'est des choses qui sont discutées dans ces groupes de travail. D'ailleurs, Madame Amirati avait dressé un projet de financement pour justement cette montée en compétences des formateurs les amener vers des postes de bi-appartenance, on peut dire, ou voire de maître de conférence. Elle avait réussi à obtenir un rendez-vous entre les deux ministères juste avant la dissolution, et hélas le projet s'est effondré avec la dissolution, et depuis vous connaissez quand même un petit peu l'instabilité politique actuelle de la France, on peut quand même le dire, et ce projet jusqu'à présent elle n'a pas pu aboutir, mais ce sont des questions qui sont discutées dans les groupes de travail. Prochaine question là-haut. Oui. Une question et très rapide. Une question rapide, ce sera dans un constat et une question. Ludovic Lesage, directeur des soins des instituts du GHT du Dunkerque et de l'Audomarois, président du CER versant nord des Hauts-de-France. Juste reprendre avec vous le constat, et je partage toutes les ambitions partagées autour de la table ronde, et je voudrais juste ne pas être gêné de parler budget. Parce qu'effectivement, on vit actuellement une période budgétaire compliquée. Or, gérer un institut, gérer des services, gérer un hôpital, c'est aussi pouvoir se projeter concrètement sur les investissements de demain, la formation des équipes formateurs. Quand on a un budget de 3 000 €, 4 000 € par an, ce n'est pas suffisant pour préparer la mariée, pour reprendre l'expression, et peut-être aussi se soucier. On parle beaucoup des infirmiers, c'est normal puisque c'est l'actualité. Pensons aussi aux aides-soignants dont le désengagement de l'État est total sur les places Ségur. Donc quid demain de cette collaboration et du binôme essentiel dans les services de soins. On peut aussi parler des cadres de santé pour lesquels l'ingénierie est en attente et pour lesquels, on le sait aussi, manager des cadres formateurs managent quelque part les équipes de demain, les cadres de service managent les équipes, et je reprends pour notre représentant étudiant l'importance effectivement de cette part managériale, et là aussi il y a encore beaucoup de questions et notamment des aspects budgétaires qui seront importants à définir. Donc j'entends parler des ambitions sur le tutorat, je vous le dis, j'ai des craintes sur la réalité.
de terrain de demain sur la mise en place du mentorat, sur la mise en place du tutorat, parce que je ne vois pas aujourd'hui la réalité concrète de cette mise en œuvre et la possibilité dans des établissements qui en post-Covid n'ont rien vu d'un changement de règles budgétaires des établissements de santé et qui aujourd'hui, je l'entends dans mes établissements, parlent d'optimisation et de réduction des effectifs. Donc je pense qu'il ne faut pas se gêner de parler de ces questions-là pour pouvoir donner corps à nos ambitions. Encore une fois, je le précise, que je partage à 100%. Voilà, c'était plus une observation. Une dernière question de mon côté. Bonjour, Dominique Garnier, je suis formatrice à l'IFSI d'Aurillac. Juste une petite question concernant ces nouvelles missions que l'on va avoir, où on va devoir former donc nos étudiants à de nouvelles missions, à une montée en compétences, et vous mettez en avant aussi la place du tutorat en stage. Mais comment des infirmiers pourront tutorer sur ces nouvelles missions en n'ayant pas été eux-mêmes formés à ces nouvelles missions et à cette montée en compétences, et comment nous, les formateurs, nous allons pouvoir accompagner peut-être ces tuteurs en stage pour pouvoir mieux accompagner, mentorer effectivement. Comment allons-nous faire pour avoir un peu plus de temps pour aller sur le terrain, accompagner ces infirmiers concrètement pour être capables d'être pédagogiquement compétents pour accompagner ces infirmiers, ces étudiants en stage. J'espère que j'ai été claire. Ça a été très clair. Moi, je répondrai à nouveau avec l'histoire des profils, puisque ça, c'est une première réponse. Et la seconde réponse, je pense qu'effectivement, il y aura à développer vraiment des séances de formation continue. La formation continue, il faudra qu'elle s'empare de ces nouvelles attributions de l'infirmier, et c'est la formation continue qui permettra aux infirmiers qui travaillent déjà de rattraper, enfin si je peux dire les choses comme ça, rattraper ses compétences. C'est le budget. Vous vouliez rebondir, Madame Navieux-Bellec? Oui, je voulais essayer de rebondir. Alors, c'est vrai qu'on le sait tous, hein, on est dans une période très contrainte financièrement. Néanmoins, comme vous l'aviez noté dans la thématique de la table ronde, on est sur un moment de changement. Et il faut qu'on s'en empare tous collectivement. On n'aura pas forcément immédiatement toutes les réponses. Alors déjà, je vous disais tout à l'heure, et j'insistais sur le fait qu'on avait une année. Il y aura quasiment une année, puisqu'en fait, là, je vous ai donné un certain nombre d'éléments. Le CEFIEC a beaucoup travaillé, certains sont dans les groupes, donc vous connaissez déjà assez bien les éléments. Les textes de loi sont en cours de publication, les textes réglementaires vont suivre. Donc tous ces éléments, on les a ou on va les avoir. Il y a beaucoup d'éléments de modification de la profession qui sont basés aussi sur des éléments qui existent déjà, notamment dans le cadre des protocoles. Donc, si vous voulez, il y a des éléments déjà qui sont posés par rapport à des professionnels qui ont déjà un peu de formation sur certains sujets. Mais en tout cas, on aura cette année. Et après, tous ces éléments de tutorat, de nécessité que soulevait la FDS, ces éléments, ils sont entendus par le ministère. C'est un point qui a été entendu. Après, on n'a pas aujourd'hui toutes les réponses. Mais en tout cas, c'est un point qui est entendu tout à l'heure quand Damien Sarméo de la FNESI nous rappelait la plateforme d'évaluation des stages. C'est un point qui a été entendu par le ministère. On sait qu'il faut qu'on aille vers ça. Par contre, on n'a pas toutes les réponses immédiatement. Mais il faut accepter de se lancer dans cette réforme. Elle nous apporte, elle apporte aux professionnels infirmiers, elle apporte à la population, c'est ce qui a été rappelé. Et donc, du coup, on va se lancer et petit à petit, les éléments vont se poser. Vous avez souligné tout à l'heure, quelqu'un l'a évoqué avec le Ségur, vous avez vu qu'on a pu quand même apporter des éléments. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire on n'a rien. Il y a des négociations qui sont en cours, comme l'évoquait Michel tout à l'heure. La mission universitarisation, Christina Mirati a travaillé, je voulais rappeler, parce que justement sur tout ce qui est réflexion, sur l'évolution des formateurs, des directeurs, les enseignants-chercheurs, l'évolution vers de la biappartenance, il y avait eu la demande du rapport donc de la mission IGAS-IGESR qui a été
publié, donc, enfin rendu public en 24. Donc on a des éléments, donc ces éléments vont se poser progressivement. Évidemment, on aimerait tous avoir tout, mais finalement c'est plus la réalité déjà depuis de nombreuses années en France, d'avoir tous les moyens avant d'entamer un projet. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont construit des projets avec des éléments plus ou moins financiers soutenus, et puis ensuite les choses se sont mises en place. Il faut accepter cette période. Après, sur la nécessité de la formation, c'est vrai qu'on le sait, parce que par exemple, on voudrait développer plus la simulation en santé. On sait qu'il faut qu'on accompagne sur la formation. Donc tous ces éléments, on les a repérés. Il va falloir voir comment, dans les années à venir, on apporte des réponses. Mais ces réponses, vous les aurez. Il y a une volonté quand même, parce que d'ailleurs, on a un contexte au niveau national nécessaire de développer les compétences des infirmiers, de développer aussi l'attractivité. Donc tous ces éléments, je pense, ils sont pris vraiment à bras-le-corps par les deux ministères. Donc il faut accepter que, en effet, il y a un petit peu de difficulté, d'abord parce qu'il y a une instabilité, donc on a eu une succession de ministres, donc ça ne nous a pas aidé à porter ce projet rapidement. Et puis là, on a un contexte financier difficile. Mais c'est des points qui sont quand même défendus. Je pense qu'il ne faut vraiment pas... il ne faut pas que ça vous bride en vous disant « mais on n'aura jamais ». Je pense que l'enquête bien-être a été beaucoup reprise aussi. Donc je pense que tous ces éléments que nous apportent les différents acteurs, ils sont entendus parce que de toute façon, on est obligé de les entendre, puisqu'on a une fuite quand même, à la fois des professionnels, comme nous le rappelait l'OMS, et puis des étudiants. Donc il faut bien qu'on entende tous ces sujets et qu'on y réponde. Merci beaucoup. Alors une dernière question, et puis... très courte, une réponse très courte, et après on arrête là. Bonjour Lucie Guette, cadre de santé en service de soins. Je reviens sur Parcoursup, juste une dernière. Quand vous avez dit que Madame la coordinatrice des soins, que vous aviez fait une étude dans vos TRIFSI par rapport, et vous aviez estimé qu'il n'y avait pas une érosion particulière dans les effectifs étudiants après le passage Parcoursup. Est-ce que l'étude a inclus aussi le nombre d'étudiants qui passaient 1, 2, 3 rattrapages sur 1, 2, 3, 4, 5 UV, qui repassaient un stage, 2 stages et qui étaient diplômés Voilà. Est-ce que ça a été étudié? Est-ce que c'est plus important? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est quantifié et objectivé du coup? Mais écoutez, on essaye d'objectiver toujours les statistiques. Moi, j'ai juste rebondi sur l'érosion de cohorte parce que c'était quelque chose qui nous interpellait, et notamment, vous savez, les fameux étudiants aussi qui arrivent par la KES pour essayer de comparer les résultats, etc., etc. Donc, on a essayé d'objectiver. Après, pour vous répondre, de dire est-ce qu'on a des chiffres très précis entre les résultats d'avant, les rattrapages d'avant, quand on était en module, etc., et les UE qu'ils repassent une fois, 2 fois, 3 fois, non. Bien évidemment, c'est un travail énorme. Ça serait super intéressant, d'ailleurs, en tant que cadre, que vous attelez à cette recherche-là. Mais pour le coup, non. Après, nous objectivons nos résultats chaque année. Nous avons des statistiques sur plusieurs années sur les résultats de commission d'attribution des crédits, etc. Après, on a des chiffres, nous, mais c'est peut-être pas du tout représentatif de tout ce qui se passe en France. Et puis, je vais être obligée de m'arrêter là parce qu'on m'a dit une réponse courte et Michel, elle a envie de répondre. Oui, je voulais juste dire que le CEFIAC aussi fait ses propres statistiques. Et en tout cas, les sessions successives donnent plus d'étudiants diplômés. Je m'explique qu'en première session, alors Sébastien, je regarde Thomas, Sébastien, parce que je n'ai pas révisé, je crois à la première session, on arrive à 60% d'étudiants diplômés en juillet. Et au fur et à mesure que les sessions avancent, notre taux de réussite arrive jusqu'à 90%. Voilà, donc ça c'est quand même, c'est des chiffres qu'il faut... Dans une cohorte.
Il parle de niveau de réussite. À quel niveau de réussite, j'entends? À quel niveau de réussite? Je pense que si l'IFSI déclare que la personne est admissible au DE, que son niveau est un niveau d'étudiant admissible. Enfin, je ne sais pas, ça, je ne veux pas mettre en doute les capacités d'IFSI de prendre ce genre de décision. Moi, c'est ce que je voulais rebondir sur ce point. L'important, c'est que l'étudiant, il atteigne le niveau d'exigence requis. C'est ça. Et malheureusement aujourd'hui, alors on peut le déplorer, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, on a un niveau très divers des bacheliers. Donc selon en effet le niveau et puis le contexte social, la précarité, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je veux dire, il y a des étudiants qui font des tas d'autres choses en plus de faire de la formation. Donc ils mettent le temps qu'ils mettent pour atteindre le niveau d'exigence. Mais à partir du moment où vous le validez, c'est qu'il a atteint le niveau d'exigence. Et une fois professionnel, là, dans l'assistance, on est plusieurs à avoir le permis de conduire. Une fois que vous avez le permis de conduire, on ne vous demande pas combien de fois vous l'avez passé. Bon, voilà, à un moment, vous atteignez le niveau d'exigence. Donc, vous êtes garant de ce niveau d'exigence. Et si vous estimez que le niveau n'y est pas, il ne faut pas valider le candidat, et puis c'est tout. Il faut le réorienter. Merci beaucoup. Alors, juste avant de conclure, moi je vous invite à regarder les enquêtes qui sont réalisées depuis 4 ans, je crois, par le CEFIEC. Elles sont extrêmement intéressantes. Et il me reste à vous remercier tous les 6 avec Monsieur Touzé également. Franchement, merci infiniment. Et puis je vous donne rendez-vous à 14h10. 14h10.